Re-bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Live du Palais des Congrès de Montréal. Je suis avec Julien Lavoie-Leblanc. Comment qu'il va? Ça va bien, toi, Sam? Ah, ça va super bien. All right. On enregistre un podcast live en ce moment. Et là, on est ici pour parler d'un épisode qu'on a enregistré il y a déjà quelques semaines. Ouais. Avec Marie-Soleil Cloutier. Et Julien, je veux que tu le dévoiles. Qu'est-ce qu'on fait de spécial cette fois-ci? Ben dans le fond, on a commencé le podcast, là, ça va être le 5e épisode avec Marie-Soleil. Dans le fond, on va essayer un petit peu de voir ce que ça donne si on change de format. On s'est rendu compte qu'on avait bien de la jasette avec nos invités, puis qu'on avait beaucoup de choses à dire, donc on fait souvent un petit peu de montage, tout ça. Et cette semaine, on vous offre l'entrevue en intégralité. Donc du début à la fin, j'ai rien enlevé. Tous les sujets qu'on a couverts. Puis ça va à plein de places différentes. C'est vraiment intéressant. Puis donc là, ça va être vraiment en studio, là, parce que ça a été enregistré en studio. Même si en ce moment, on fait l'intro live. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Ben oui, bonne écoute. Bonne écoute. On se revoit une prochaine fois. Oui. On se revoit. On est de retour avec notre invitée du jour, Madame Marie-Soleil Cloutier. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Avant de commencer, quand on regarde un peu votre biographie, j'ai fait mes petites recherches. Géographe de la santé, c'est un terme qu'on ne connaît pas bien. Non, je sais bien. Qu'est-ce que ça fait, un géographe de la santé? fait, les géographes dans la vie, ce qu'on aime, c'est l'espace. Hein? Et puis, quand on parle de géographe de la santé, ce à quoi on s'intéresse, c'est comment les humains bougent dans cet espace-là, où est-ce qu'ils se retrouvent dans les territoires, puis comment ça affecte leur santé ou même leur comportement de santé. Hein? Dans mes travaux de recherche, là, je travaille énormément en sécurité routière, mais on a aussi travaillé, par exemple, sur le don de sang. Puis la localisation des collectes où les gens peuvent aller donner du sang, tu sais, c'est un comportement de santé, faire un don de sang. Bon, c'est un comportement de don aussi, mais vraiment, les géographes de la santé, on s'intéresse à tous les aspects de la santé dans le territoire, mais d'un autre point de vue que le médecin, finalement, vraiment du rapport à l'espace des gens. OK. Et ça, vous travaillez à l'INRS, oui, l'Institut national de la recherche scientifique. Oui, une autre affaire que pas grand monde connaît d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu c'est quoi ça? Oui, en fait, l'INRS, c'est vraiment intéressant. C'est une création en même temps que l'Université du Québec. On fait partie du réseau des universités du Québec que les gens connaissent un peu plus. Hein? L'UQAM, l'UQAT, l'UQTR, etc. Donc, l'Université du Québec, c'est des universités qui ont été créées par le gouvernement dans les années 70 pour avoir des universités régionales. Mais en plus de ça, on a l'UQ compte trois autres branches. L'ENAP, qu'on connaît un peu plus, l'École d'administration publique, l'ETS, qui est l'École d'ingénieurs, et l'INRS, qui était la branche recherche de l'Université du Québec. Bon, ça a un peu évolué quand même dans le temps parce que au départ, par exemple, il n'y avait pas de programme d'études. Fait que c'était comme une université juste qui faisait de la recherche sans étudiants, mais finalement, ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte que faire de la recherche sans étudiants, ça ne marche pas très bien, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des étudiants qui apprennent à faire de la recherche. Donc, depuis ce temps-là, en fait, nous, ce qui nous distingue aussi, c'est que c'est des programmes d'études supérieures. Donc, il n'y a pas de baccalauréat, il n'y a que des maîtrises et des doctorats. Puis, à l'intérieur de l'INRS, il y a 4 branches. Donc, moi, je suis dans la branche études urbaines. En fait, c'est urbanisation, culture et société que ça s'appelle, mon département, mon centre. Puis, on est plutôt en sciences sociales, je dirais. Donc, les gens qui arrivent dans le département arrivent de quel type de formation? On a à peu près toutes les sciences sociales, de la sociologie, la géographie évidemment, mais on a des économistes, des gens en sciences politiques, des démographes aussi qui travaillent sur la population. Je suis pas sûre que j'en oublie, là. Je pense que ça fait à peu près le tour. Donc, on est vraiment dans les sciences sociales, puis on s'intéresse, par exemple, aux études urbaines, donc à la ville. C'est dans ce cadre-là que moi, je suis professeure là. Mais on a aussi des programmes sur, comme je disais, l'étude de la population. Puis on a même des programmes en ce qu'on appelle la mobilisation des connaissances. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est vraiment faire le pont, justement, entre la recherche qu'on fait puis les milieux de travail qui pourraient l'utiliser. Comme ce que je fais ici avec vous aujourd'hui, finalement, un petit peu. Mais il y a d'autres centres aussi. Hein. Il y a 3 autres centres à l'INRS. Un qui s'appelle Énergie, Matériaux, Télécom, qui est plutôt physique, qui travaille
travaille beaucoup, par exemple, avec Hydro-Québec sur l'invention de piles puis de nouveaux matériels, etc. Okay. On est dans l'appliqué. Vraiment super appliqué, que je comprends pas toujours ce qu'ils font, mes amis, avec leur laser dans leur laboratoire. Et ensuite, on a un centre qui est l'Institut Armand Frappier, qui est en santé, où il y a de la virologie, de la biologie animale. Okay. On travaille sur des vaccins, tout l'héritage de monsieur Armand Frappier, en fait, qui a créé un vaccin il y a de cela de très nombreuses années, et perpétué par l'Institut Armand Frappier, qui est à l'intérieur de notre université. Et le dernier centre, c'est Eau-Terre Environnement. J'avais ETE dans la tête, là, les 3 lettres. Donc, Eau-Terre Environnement, on est vraiment dans les sciences de la Terre. Donc, encore des géographes, mais pas du bord du social comme moi, mais du bord des sciences de la Terre. Ils travaillent à Québec, entre autres. Là. Ils ont travaillé sur les changements climatiques. Cartographie un peu aussi. Le risque d'inondation, par exemple, l'érosion, toutes sortes de choses comme ça. Fait que c'est une assez grosse université quand même, mais pour faire surtout de la recherche puis des programmes de 2e et 3e cycle. Et le volet sécurité routière, est-ce qu'il est récent? Est-ce que ça a toujours fait partie du mandat du département? Non, je dirais pas que ça a toujours... Il y a toujours eu quand même beaucoup de transport, notamment dans mon centre, parce qu'en études urbaines, on s'intéresse beaucoup à comment les gens se déplacent dans les villes. Le volet sécurité routière, il est arrivé avec moi. Souvent, c'est comme ça. Les expertises à l'université, ça va aussi avec les experts qui arrivent sur place. Mais d'un point de vue de sécurité routière, je vous dirais qu'au Québec, de façon générale, dans la recherche, il y avait vraiment beaucoup qui était fait il y a 15-20 ans, parce que le bilan était beaucoup plus élevé sur nos routes. Donc, il y avait un programme même québécois de recherche en sécurité routière qui était dans toutes les universités. En fait, il y avait des chercheurs de toutes les universités. Puis là, après, il y a eu comme un 10 ans où il n'y a plus vraiment eu d'argent dans cette enveloppe-là. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que les gens font? Bien, ils s'intéressent à d'autres sujets. En recherche, ça prend quand même un petit peu d'argent pour avancer, n'est-ce pas, comme dans tout. Et puis là, je vous dirais que depuis 5-6 ans, le gouvernement québécois a recommencé à... Bien, ils se sont toujours intéressés à la sécurité routière. Là, on s'entend, la Société d'assurance auto a toujours existé, le ministère des Transports a toujours fait des choses là-dedans. Mais là, on a un retour, en fait, en force d'une certaine... de plusieurs chercheurs en sécurité routière, dont moi. J'ai juste une question. Ce centre-là est situé à Montréal? Oui. On a aussi des collègues à Québec, par contre. Okay. Puis là, après, il y a d'autres mondes, là, mais pour ce qui est de mon centre à moi, on est surtout à Montréal. Donc, j'imagine, toutes ces études-là se font en majorité sur tout ce qui est centre, toutes les métropoles? Oui et non. Là. Mettons, si on parle de mes travaux à moi, la sécurité routière, c'est quand même une problématique qui est partout sur le territoire. Puis je vous dirais que de façon assez intéressante, quand on reste sur les piétons, parce que moi, je m'intéresse particulièrement à la sécurité des piétons, ben les problèmes de Montréal, ils sont peut-être un peu plus gros parce que la ville est plus grosse, mais on a aussi travaillé sur des plus petites villes régionales comme, mettons, Victoriaville, Drummondville. Puis les problèmes sont à peu près les mêmes. C'est juste l'échelle. Okay. L'échelle qui est différente. Ils n'auront pas 20 morts par année. Ils vont peut-être en avoir un, mais souvent, c'est pour les mêmes raisons, en fait. Okay. Fait que c'est... c'est pour ça qu'on s'intéresse, comme je disais tantôt, moi je suis en études urbaines, mais à vrai dire, on s'en sort pas. On travaille aussi sur la banlieue, puis on travaille même sur les régions rurales parce que veut pas, les gens se déplacent sur le territoire, puis ils se disent pas, ils changent pas nécessairement leur comportement parce qu'ils rentrent en ville. Fait que, c'est rare qu'on voit des tracteurs à Montréal. Ouais, ben en fait, c'est ça. Quand on a travaillé, par exemple, avec la MRC d'Arthabasca, donc la ville principale va être Victoriaville, mais c'est quand même, je me souviens plus, peut-être une 20aine au moins de municipalités, dont des municipalités qui ont vraiment des problèmes de sécurité routière reliés au fait qu'il y a des tracteurs puis qu'ils échappent, quand ils vont épandre puis qu'ils traversent la route, ils échappent, là, ça glisse, puis après ça, il y a des motos, par exemple, qui glissent là-dedans puis qui ont des accidents. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres problématiques quand on sort des milieux urbains, mais il y a plus de ressemblances qu'on peut penser à prime abord, je dirais. Okay. Et est-ce que vos recherches amènent à influencer, exemple, une décision de une autoroute va avoir tel aspect, telle influence? Est-ce que ça va jusqu'à ces éléments-là? Oui, jusqu'à un certain point. J'aimerais ça encore plus, peut-être. Mais c'est certain que la façon dont on construit les routes présentement est vraiment différente d'avant, entre autres à cause de la recherche universitaire, mais aussi de toute l'analyse qui est faite à l'interne, par exemple, au ministère des Transports. Puis, je vous dirais que ça donne des normes
canadiennes, québécoises, nord-américaines, là. Puis ces normes-là vont faire en sorte qu'on construit des routes plus sécuritaires. Comme vont faire en sorte aussi qu'on construit des véhicules plus sécuritaires, hein, les airbags, là, les coussins gonflables. Coussins gonflables, merci. J'avais juste le mot en anglais, désolé. Les coussins gonflables, c'est venu de la recherche, hein. Donc, oui, bon, des fois, on peut pas le lier directement. Hein. On peut pas dire, cette décision-là que la Ville a prise ou que le ministère a pris, c'est grâce à mes travaux, mais ça contribue plutôt. Souvent, je dis à mes étudiants, tu sais, des fois, à la fin des maîtrises, des fois, ils sont un peu découragés, puis ils sont comme, finalement, ça sert à quoi ce que j'ai fait durant 2 ans? Puis ma phrase typique, c'est genre, c'est une brique dans le mur de la connaissance, tu sais. Okay. Mine de rien, on contribue tout un petit peu à faire avancer, quoi. Ceux qui se filaient pas trop un matin, là, en vous levant, là, oui, voilà. Dites-vous que vous êtes une brique dans le mur de la connaissance. Et voilà. On parlait de piétons tantôt. Chez nous, ici, on a surtout comme membres, je pense aux travailleurs piétons, on a des éboueurs, donc des gens qui font la collecte d'ordures. On a des camionneurs qui, veulent pas, vont alimenter des chantiers par des graviers, par des agrégats quelconques. Vous avez participé, vous êtes présentement en étude avec l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé, en santé et sécurité. Par rapport à ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu où c'est que vous en êtes? Oui, en fait... l'IRSST, on va le dire juste comme ça parce que ça va être trop long. Donc, l'IRSST a proposé il y a presque 2 ans un petit fonds. En fait, ils ont fait un appel de proposition pour des projets en sécurité routière. Et puis ça faisait suite en fait à un rapport qui a été fait sur l'importance des accidents de la route au travail, des ART qu'on les appelle, les accidents de la route au travail, à l'intérieur en fait des statistiques de la CNESST. Puis ils se sont rendus compte en fait que c'était quand même assez important, que ce soit en tant que conducteur ou en tant que travailleur dans la rue. Hein, c'est assez important les montants qui sont en indemnité. Donc ils se sont dit on va aller voir qu'est-ce qui se passe par là. Puis nous ce qu'on a proposé en fait c'est un projet sur les travailleurs piétons, mais comme tu viens de le dire, il y a beaucoup des travailleurs qui sont pas 100% piétons, mais qui sont dans la rue à un moment donné ou à un autre. On parlait des éboueurs tout à l'heure, c'est le meilleur exemple d'exposition au danger, là, tu sais, de sauter en dehors, en dedans du camion ou sur le côté même, tu sais, puis de passer à travers les rues. Ils sont pas piétons en soi quand on regarde ça, mais ils sont très, très exposés au reste du trafic. Ils côtoient la circulation. Exactement. Quotidiennement. Oh oui, puis à parler avec des gens à la fois du côté patronal puis du côté syndical, on se rend compte qu'en fait, les travailleurs sont très préoccupés de ça. Donc, le projet qu'on a proposé, c'est vraiment de regarder ces travailleurs-là, mais là, pour l'instant, on s'est restreint à des travailleurs qui sont statiques dans l'espace. Tantôt, on parlait d'espace. Donc, on a regardé on s'intéresse aux signaleurs puis notamment aux policiers qui font la circulation dans les chantiers, par exemple. Okay. Donc, ils sont pas à tous les jours au même endroit, mais mettons qu'ils sont assignés à une intersection une journée, mais ils restent là toute la journée. Fait que nous, on a pu aller les observer. Je sais pas si vous voulez que je vous parle un peu de la méthode, là. Ce projet-là, là, vraiment brièvement. Vraiment brièvement, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est de regarder à quoi ils s'exposent. Tu sais, bon, t'as beau faire gestes et signaux quand t'es un policier ou t'as beau faire de la signalisation comme signaleur, à quoi tu t'exposes? Est-ce que les voitures te frôlent tout le temps ou t'es quand même assez loin? Le chantier est bien signalé. Celui qui arrive avec son camion de gravier, quand il débarque, il y a de la place pour être capable de manœuvrer sans être très proche du trafic. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des caméras. Puis on a fait des heures de vidéo. On a presque 160 heures, en fait, d'observation où, en plus de la caméra, on a les travailleurs portaient un senseur qui est relié à des mesures de stress. OK. Parce qu'on s'est dit, OK, sur la vidéo, on va voir ce qui se passe, mais est-ce que ça veut dire que ça se traduit en stress chez le travailleur? Parce que quand on regarde les statistiques, on a toujours... l'extrême là, du signaleur routier ou du camionneur sur un chantier qui s'est fait reculer dessus puis qui a malheureusement un décès. Mais au-delà de cet extrême-là, on a toutes sortes de lésions professionnelles qui sont reliées au stress qu'ils subissent parce qu'ils sont 4, 8, 12 heures dans plein milieu du trafic avec le bruit, les camions qui reculent, etc. Sans que ça soit un camion du chantier qui recule sur le travailleur, il subit l'environnement de travail finalement. Puis c'est un peu ce qu'on a proposé à l'IRSST. On leur a dit, écoutez, on va regarder un peu en termes de stress, qu'est-ce que ça fait, en termes aussi de véhicules proches, tu sais, la distance qu'ils ont par rapport aux véhicules
qui passent là, qui sont pas reliés au chantier, parce que des fois, on a des chantiers, puis les véhicules passent pareil, pas trop loin. Il y a juste une voie de fermée, par exemple, l'autre voie fonctionne. Et puis pour peut-être regarder après les horaires de travail ou même la signalisation des chantiers, l'endroit où ils travaillent, ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est le projet. Là, on vient de finir la collecte de données. Fait que je peux pas vraiment vous donner le scoop sur ce que ça donne. Mais y a-tu des volets, y a-tu des aspects qui déjà ressortent un peu? C'est très drôle parce qu'avec les policiers, c'est sûr que les policiers ont un travail qui est stressant au départ. Hein? C'est un travail quand même assez particulier. Donc, souvent, sur le terrain, parce qu'on avait des étudiants sur le terrain qui leur demandaient un peu leur feedback. Est-ce que tu trouves ça, là, depuis une heure, tu trouves-tu que c'est pas le fun de travailler ici parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de véhicules. Même des fois, c'est en milieu urbain, il y a des piétons, il y a des cyclistes, puis on sait que des fois, les autres, ça leur dérange pas de passer à travers le chantier. On les a vus au coin de la rue ici, nous autres. C'est ça. On a un chantier pendant plusieurs semaines, puis ça n'a pas l'air... Non, c'est ça, ils respectent pas tout le temps les mêmes... il faut qu'il y ait une rotation parce que ça a l'air... Tout à fait. Mais d'ailleurs, chez les policiers, c'est pas plus que 3 à 4 heures qu'ils font par jour. Mais si on regarde les signaleurs, des fois, il y a des journées pas mal plus longues que ça. Là. Donc, c'est sûr que l'ampleur du travail est peut-être... Les tâches sont un peu différentes entre un signaleur, puis en même temps, même dans les signaleurs, il y a comme différentes catégories, tu sais. Mais quand même. Puis c'est drôle parce qu'en fait, pour l'instant, en fait, ce que les policiers nous disent, c'est que non, moi, ça me stresse pas du tout faire ça. Mais sur les senseurs, nous, on voit quand même qu'ils ont des petits pics de stress, tu sais. Okay. Mais après, à cause que ton métier est relativement stressant, c'est sûr que peut-être que faire gestes et signaux sur un coin de rue, c'est moins pire que d'avoir une poursuite policière pour récupérer quelqu'un, là, tu sais. Ça, c'est sûr que relativement, c'est pas aussi stressant. Par contre, du côté des signaleurs, on s'est fait quand même raconter beaucoup d'histoires. On n'a pas été témoin d'incidents majeurs, là, tant mieux, mais on s'est fait raconter beaucoup d'histoires d'endroits qui n'étaient pas assez sécuritaires pour eux, en fait. Là. Ça, c'est clair. Fait qu'on espère que ça va sortir un peu dans nos données aussi, mais c'est à suivre. Puis si on vise, en fait, une élimination des accidents ou des décès, collisions, piétons, véhicules, est-ce que l'aménagement simple d'une rue ou d'un espace de circulation peut avoir un effet sur l'élimination du risque? Assurément, en fait, depuis 40 ans, si on fait, il y a un graphique très intéressant, en fait, en sécurité routière qu'on montre souvent à nos étudiants au début, quand ils connaissent pas trop le domaine, c'est un graphique des collisions depuis les années 30. Fait que tu as une courbe qui descend tout le temps en termes de nombre de morts, par exemple, depuis les années 30, c'est-à-dire comme les premières voitures Ford. Puis si tu mets à l'inverse la courbe du nombre de kilomètres parcourus, par exemple, celle-là, elle monte, là, tu sais. Puis comment on fait pour avoir de moins en moins de blessés? Puis ça, c'est de façon générale, autant au travail que dans la population générale. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'améliorations sur, par exemple, l'intérieur des véhicules, comme je disais tout à l'heure, la législation, le port de la ceinture de sécurité, puis c'est la même chose dans les accidents de travail. Hein. Il y a toutes sortes de législations qui ont été mises en place qui ont fait en sorte qu'on a réduit le nombre de blessés. Puis on a aussi beaucoup amélioré les services de santé, les centres de traumatologie. Quand il arrive un accident, on sauve plus de gens qu'avant aussi. T'sais. Donc, il y a comme tout ce qui est pré-collision, tout ce qui est pendant la collision, puis tout ce qui est post-collision, si on fait une petite catégorisation rapide. Fait que pendant la collision, ça, c'est tout ce qu'il y aurait, par exemple, comme on disait tantôt, les coussins gonflables, le fait qu'on soit attaché, le fait qu'on n'ait pas bu d'alcool. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte pour sauver plus de vies. Puis post-collision, ça va être une fois à l'hôpital, puis même dès l'ambulance, en fait, on sauve plus de gens. Mais dans le pré-collision, c'est là où on a encore le plus, je pense, d'opportunités d'améliorer les choses. Puis ça, c'est pré-collision, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des routes plus sécuritaires. Je ne dis pas que nos routes sont toutes pas sécuritaires, là, mais c'est là où on est comme un peu à un tournant, je pense, jusqu'à un certain point dans plusieurs pays, surtout en Amérique du Nord où on est très, très attaché à nos voitures. Là, c'est un peu différent en Europe. Bien là, si on oblige à travers l'aménagement un certain comportement, par exemple, on fait des routes où les courbes, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais on fait des routes plus étroites, par exemple. Le champ de vision de l'humain fait en sorte qu'on va ralentir la vitesse qu'on va avoir parce que
c'est plus étroit, on voit moins loin, par exemple, ou on se dit, ben si on croise une voiture, nos miroirs vont quasiment se toucher, fait qu'on est mieux de ralentir un peu parce que sinon, ça va tout arracher. Si on contraint l'humain à avoir un certain comportement par l'aménagement, ça marche bien mieux que si on lui dit tu devrais rouler moins vite. C'est sûr que ça marche mieux. Je dirais que ça prend une combinaison de tout ça, par contre, pour que ça marche. Mais c'est clair que l'aménagement a, selon moi, plus de potentiel pour réduire le bilan routier, c'est clair. Mais peut-être que j'aimais ça juste comme une hypothèse qui va pouvoir être prouvée ou démentie à l'instant. Mais est-ce que le fait que ça soit justement, si on utilise le terme pré-collision, que ça soit encore à l'étape trop abstraite pour que on doit être obligé quasiment de le forcer plutôt que de l'expliquer? Ben, ouais, mais tu sais, c'est juste que les humains, tu sais, on parle beaucoup de vision zéro ces temps-ci, tu sais. Là, Montréal a dit qu'il serait vision zéro. On a d'autres villes au Canada, plusieurs villes aux États-Unis. Vision zéro, juste pour expliquer aux gens qui connaissent moins, c'est de dire, à Montréal, l'objectif, c'est qu'il y ait 0 accident impliquant collision. On est plutôt sur 0 mort et blessé grave. Parce que 0 accident, je pense pas que ça soit réaliste. Déjà, 0 mort et blessé grave, c'est tout un défi, hein. Mais je pense que c'est bien qu'on se mette tout un défi, hein. Non. Fait que dans l'optique de vision zéro, pour un peu revenir sur ce que tu viens de dire, ce que ça dit, là, c'est que c'est pas vrai qu'on peut rendre les humains parfaits, tu sais. On va toujours faire des erreurs. Fait que soit qu'on fait des routes pour qu'ils pardonnent. Fait que, mettons, quand tu fais une erreur, tu vas avoir moins de chances de prendre le clos, par exemple. Puis c'est déjà ça qui est fait sur les routes nationales puis les autoroutes, hein. La façon dont les courbes sont dessinées, ils sont dessinés pour une certaine vitesse qui est sur le panneau, habituellement. Puis l'idée est que si tu respectes cette vitesse-là, la courbe est faite pour que tu ailles à cette vitesse-là. Le problème, encore une fois, c'est l'humain, tu sais, qui va pas respecter cette limite de vitesse-là. Fait que je dirais pas que c'est parce que on pense qu'on est infaillible, mais en fait, oui, c'est plutôt ça. Je dirais pas, mais dans le fond, c'est un peu ça. C'est que l'humain pense qu'il est mieux qu'il est. Et c'est pour ça que le contraindre un comportement dans l'aménagement, c'est ça qui peut peut-être nous aider. J'allais dire, tu sais, dans le fond, en sécurité routière, on parle des 3 E qui sont des termes en anglais, là, qui c'est pas des E en français. Fait que c'est l'ingénierie de la route, donc les aménagements. Le engineering en anglais, c'est le premier E. L'enforcement, le fait qu'on a des lois puis qu'on les respecte ou qu'on les fait respecter. Donc, le renforcement, la présence policière, les lois qui sont salées, là, tu sais, par exemple, là, on parle du texto au volant beaucoup, ben on va mettre des frais plus élevés. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait, qu'on soit plus sévère pour que les gens arrêtent de faire ce comportement-là. Ça marche quand même un peu. Puis le 3e E, c'est education, l'éducation, la sensibilisation. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit bout sensibilisation. Mais juste la sensibilisation tout seul, j'ai vu jusqu'à ce jour aucune étude qui m'a dit que ça avait vraiment un réel effet sur un bilan à la baisse. Il faut que ça soit des combinaisons de tout ça ensemble. Puis l'aménagement, ben, tu sais, j'ai beaucoup fait de travaux avec les enfants piétons. Puis quand les enfants, on fait des marches avec eux, puis on leur montre par exemple des dos d'âne, des avancées de trottoir, fait que des endroits où la chaussée est vraiment réduite pour les véhicules, pour donner un petit peu plus de place aux piétons, souvent pour qu'ils soient plus visibles. Ou les dos d'âne, ben ça, c'est pour ralentir, dans le fond, parce que si tu le prends vite, tu vas briser ton auto. C'est exactement ça que les enfants nous disent. Ils disent, ben oui, mais c'est sûr que ça marche mieux ça qu'une pancarte, parce que personne va vouloir briser son auto là-dessus, tu sais. Puis dans le fond, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de travailler avec les enfants, c'est qu'au final, ils te disent un peu la vérité tout crue, tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis, les aménagements, ça marche, parce que il y a un moment donné où ça vient toucher quelque chose dans notre cerveau de genre, ben c'est sûr que si je prends un dos d'âne à 100 km/h, je vais briser mon char, tu sais. Fait que ça aide, tu sais. Non, je comprends. Ouais. Mais ça fait penser aux autobus scolaires. Oui. Les autobus scolaires, veut pas, avec le temps, se sont améliorés, se sont renforcés, mais on les a équipés de plus en plus de lumière. Ils ont un bras pivotant. Donc, mécaniquement, on a adapté le véhicule. On a renforcé la réglementation sur le fait que si tu passes quand le petit panneau d'arrêt est actionné puis que les lumières fonctionnent, tu vas avoir des... Ouais, l'amende est très salée. L'amende est salée, tu vas perdre des points, puis on l'a renforcé encore récemment avec la ronde de sécurité. Donc, s'assurer que le chauffeur valide son fonctionnement avant de prendre la route. Puis là, l'étape de la sensibilisation, c'est
Puis c'est un super bon exemple parce que il y a vraiment... mais il a fait... par exemple, le transport scolaire, c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'améliorations. Puis je dirais pas plus de collisions, plus de blessés, mais si on regarde les chiffres, ça doit être vraiment très minime maintenant. Mais en effet, comme tu as dit, le véhicule a changé, les chauffeurs ont été sensibilisés, puis le reste de la population aussi, avec un petit peu de punition aussi pour ceux qui le faisaient. C'est comme un exemple parfait de meilleure combinaison. Et des choses, on voit de plus en plus apparaître des carrefours giratoires en remplacement de feux de circulation. Ouais. Est-ce que c'est le genre d'option qui pourrait, en bout de ligne, quand on parle d'ingénierie, de repenser la route en elle-même? Est-ce que c'est le genre de choses Oui, bon, comme toute solution, il ne faut pas la mettre partout, à mur, parce que ça ne marche pas partout, mais... Puis, il y a quand même pas mal de résistance, justement, des gens avec des poids lourds. Fait qu'il faut que ça soit bien fait aussi. Puis, des fois, il peut continuer à avoir des frictions. Mais assurément, tous les travaux qui ont été faits, notamment sur les routes plus rurales, les routes nationales, pas tant les autoroutes, mais disons les routes nationales, qui sont parfois à voies qui rencontrent, là, tu sais, on n'a pas de muret entre les deux, par exemple. Et puis, quand on arrive à des intersections de 2 routes rurales comme ça, on a beau mettre des feux, le problème, c'est quand les collisions arrivent, c'est à haute vitesse, puis c'est souvent des blessés graves ou des morts presque automatiquement. Le rond-point, le carrefour giratoire réduit considérablement, même à certains endroits, je pense que j'ai vu que c'est comme il y a juste plus de morts. Il y a encore des accidents parfois, il y a encore des collisions, mais ça réduit grandement aussi la gravité des blessures quand il continue à avoir des blessures. Mais le principe est simple, le carrefour giratoire, comme tu es obligé de le contourner avant que tu sois à la même place au même moment qu'un autre véhicule qui viendrait d'une autre rue, ben il n'y a pas de place à ce que tu te croises vraiment puis tu te rentres dedans, bon, un peu sur le côté, mais c'est-à-dire que ça fait plus des collisions en T, là, tu sais. Ça fait vraiment plus des collisions sur le côté à angle qui fait des blessures. À plus basse vitesse. À plus basse vitesse, fait que c'est ça, ça fait des blessures moins graves. Fait que pour les routes nationales, je pense qu'on n'en a pas encore assez au Québec, tu sais. Le problème un peu qu'on a, puis ça, c'est plus des collègues de Polytechnique qui ont travaillé là-dessus, mais c'est quand on les met en milieu urbain, ben là, des fois, on les construit pareil comme si on était dans une route nationale. Mais là, en milieu urbain, tu vas avoir des piétons peut-être qui vont vouloir traverser, des cyclistes. Puis là, ben là, déjà que je vous dirais que vu qu'il n'y en a pas assez, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est capable de les prendre comme il faut non plus. C'est pas toujours évident, hein? Il faut avoir des fois, il faut avoir voyagé ailleurs pour avoir compris un peu comment ça marchait. Ici, là, peut-être qu'il va y avoir dans les prochaines années. S'il y en a plus, les gens vont être plus habitués, mais il y a aussi peut-être dans le cours de conduite qu'il faut plus en parler. T'sais. Il y a encore un peu de chemin à faire là-dessus. Fait que quand on les met en milieu urbain puis que c'est pas tout à fait adapté, ben là, c'est là qu'on a de la résistance. Les camions de pompiers sont peut-être pas capables de passer parce que on veut pas en milieu urbain, on a moins de place un peu. Là, fait que quand il faut faire le tour du carrefour giratoire, c'est pas toujours évident. Puis il y a toute la question des piétons et des cyclistes quand ils veulent les traverser qui est pas évidente non plus. Mais je pense que ça a vraiment du potentiel comme solution. Faut juste pas les mettre partout n'importe comment, finalement. OK. Ouais, c'est ça. C'est comme on parle, c'est en fonction de la démographie aussi. Ouais, puis tu sais, veux pas, on sait, par exemple, dans le cas des camionneurs là, qui sont votre public, hein? Ouais, entre autres choses. Ben on sait, tu sais, qu'il y a des questions de temps aussi là-dedans, puis mais en même temps, tu sais, du temps que ça va prendre faire une livraison, mais si on est pris dans le trafic, ça va pas plus vite. Hein? Fait que l'idée des carrefours giratoires, bien souvent, c'est justement en enlevant les feux puis en obligeant tout le monde à le contourner. On a une vitesse assez réduite pour réduire le risque de collision. Puis à la limite, une plus grande fluidité des fois, tu sais, parce qu'on n'est pas genre stop and go, comme on dit en bon français. On n'arrête pas à chaque lumière pour repartir, à moins qu'il soit synchronisé, ce qui n'est pas toujours le cas. Fait que si, par exemple, sur des routes nationales qui vont passer à travers des villages, par exemple, ben ça oblige les gens à ralentir, prendre le giratoire, passer à travers le village à une vitesse peut-être moindre, puis continuer, tout en assurant un peu une certaine fluidité, disons ça comme ça. C'est une solution, notamment, on a beaucoup de monde qui, dans les villages, le long des routes à numéros, là, ils trouvent que les gens passent en fou, puis c'est pas toujours faux, en plus, là, on s'entend. Ben, c'est une solution intéressante pour réduire la vitesse. Je sais pas si tu as une autre question, mais au côté, justement, ingénierie
quand on veut mettre en place ou quand on fait une recherche, est-ce qu'il y a un pourcentage, disons, de la réalité économique qui est pris en compte? Comme, disons qu'on aurait une avancée qui ferait en sorte que, justement, soit les camions ou les agriculteurs, eux autres auraient un rendement moindre. Est-ce que c'est pris en compte ou ça arrive juste pas, peut-être? Je sais pas. C'est peut-être pas assez pris en compte, mais mettons, j'ai pas d'exemple en tête là, par rapport au camionnage, mais des exemples qu'on a souvent dans les villes, c'est justement si on veut réduire une voie de stationnement, mettons, sur une rue commerciale. Ben en fait, ça touche les camions à cause de la livraison. Tu sais. Donc là, c'est sûr que des fois, ça va peut-être rendre la vie un peu plus pénible aux camions de livraison, mais par exemple, pour l'achalandage dans les commerces, ça va être un volet économique que les gens vont regarder. La perception des commerçants versus la réalité, là, a rien à voir bien souvent. Fait que ça serait intéressant qu'on l'ait plus systématiquement, ce volet commercial-là. Parce que, par exemple, à Toronto, présentement, ils ont fait sur une grande rue commerciale, ils ont enlevé la ligne de stationnement pour mettre une piste cyclable. Donc là, il y a eu quand même un tollé de la part des commerçants, puis personne ne va venir dans mon commerce, etc., etc. Donc là, pour faire une étude, ils ont travaillé avec Moneris, qui s'occupe des machines à cartes. Ouais. Puis ils ont demandé à Moneris de leur donner toutes les informations, pas le nom des gens, là, les montants. Les montants dépensés, excusez. Les montants dépensés. Donc, les montants dépensés. Puis, ils ont aussi, en parallèle, fait un sondage avec les commerces. Donc, les commerçants, ils pensaient, dans le sondage, là, leur perception, c'était que plus que la moitié, même des fois, ils disaient, je pense que ça allait jusqu'à 70-80% de leur... Ils pensaient que leurs clients venaient à 70-80% en auto. T'sais. Puis quand tu regardes plutôt ce qui se passe sur la rue, ben en fait, c'est 20-30% qui allent en auto. C'est sûr que là, on est au centre-ville de Toronto. Puis en plus, quand on regarde les données, qu'est-ce qui est dépensé, il a été plus dépensé d'argent après la piste cyclable, tu sais. Parce que ça a changé complètement aussi le vibe de la rue, hein. Il y avait une voie de moins de circulation. Donc, ben, en fait, c'est une voie de stationnement, mais tu sais, ça fait beaucoup de sort, rentre du stationnement, ça crée du trafic, ça crée de la congestion. Donc, en gros, le projet était super positif, malgré le fait que les commerçants trouvaient que c'était une super mauvaise idée. Tu sais, puis c'était même positif pour leur revenu, tu sais. Fait qu'il y a une perception du volet économique qui est encore... C'est des fois une perception erronée, je pense. Okay. Puis c'est la même chose, par exemple, si on reprend l'exemple des camions de livraison dans un cas comme ça, peut-être qu'il est possible de faire des ajustements, comme on le fait, par exemple, avec la rue Sainte-Catherine à Montréal, là, l'été, elle est fermée. C'est ça que j'avais en tête, hein? Oui, elle est fermée, mais je sais pas, je pense que c'est tôt le matin, là, il y a 2 heures, je pense que les camions peuvent y aller, faire leur livraison, puis après ça, passer à autre chose, puis après ça, elle est vraiment fermée pour le reste de la journée. Je pense que c'est des choses faisables. C'est sûr que ça veut dire changer les horaires, peut-être, de livraison. Ça a beaucoup d'implications, mais je pense qu'on s'en sortira pas, ne serait-ce que, plus c'est même plus une question de sécurité routière, c'est une question d'environnement puis de coût du pétrole, tu sais. Ouais. On s'en sortira pas, il va falloir changer notre façon de bouger dans l'espace, incluant la façon que les camions vont venir nous livrer nos produits, hein. Fait que, bon, ça sort de la sécurité routière, mais je pense que des fois, par des projets de sécurité routière, on est capable de prouver certaines choses, notamment au niveau économique. Mais je pense qu'on le fait pas assez encore. OK. Ben, ce volet-là. Je pense à ça quand on a parlé justement de... Mais c'est super important, je suis d'accord, parce que les gens vont accepter les projets si... S'ils voient l'effet positif. S'ils voient l'effet positif, tu sais, c'est peut-être sur les heures de travail, c'est sur les revenus de ton commerce ou je sais pas, mais pour l'instant, c'est pas souvent comme ça. Puis quand c'est pas mesuré pour vrai, ben tout le monde a une perception, puis tout le monde est bien sûr qu'ils ont la vérité, hein, fait que non, c'est ça. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a une ville en particulier qui vous vient en tête, dit eux autres, c'est reconnu, ils ont les meilleures pratiques, ils fonctionnent comme ça, c'est de même que il y a une meilleure fluidité des transports, au niveau économique, c'est plus rentable. J'aurais pas une ville en particulier, mais il y a plusieurs initiatives intéressantes. Puis c'est sûr que les villes qui font vraiment bien en sécurité routière ont fait, comme on disait tantôt, la combinaison là, de tout, là, tu sais. Mais ont aussi vraiment beaucoup misé sur l'aménagement, en tout cas plus que nous.
J'essaie de réfléchir un peu rapidement. Ceux qui donnent des restrictions les plus importantes finissent par changer les modes de transport, ça c'est clair. T'sais, mettons, si on prend Londres qui a mis une taxe à l'entrée dans la ville, ben en fait, on a vu une réduction des collisions, on a vu une réduction de la congestion. C'est sûr que c'est automatique, là, presque. Là, c'est un péage pour rentrer. Oui, il y a un péage pour rentrer au centre-ville de Londres. Okay. Bon, je pense en véhicule? En véhicule, oui, en véhicule. Donc, puis même selon les véhicules, là, les gros, les petits, etc. Donc, les gens, ça, c'est l'affaire qui marche le plus, en fait, là, presque. C'est sûr que personne n'était content, hein, puis tout le monde pensait que le centre-ville de Londres allait mourir, là, je pense. Ben, moindrement, quand ça a été avancé pour le pont Champlain, exactement. Le Montréal allait fermer. Hein. Ben, bon, peut-être que Londres puis Montréal, c'est pas la même affaire, là, mais quand même, là-bas, c'est que du positif. Même, tu sais, le bruit, la pollution de l'air, tu sais, tous les indicateurs se sont améliorés, tu sais. Mais c'est sûr, là, mettons, si on revient à la sécurité routière, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour avoir une collision? Ben, ça prend un véhicule ou 2 ou 3, puis un piéton, un cycliste, ça prend des usagers de la route. Fait que s'il n'y a plus de véhicules, ben, il va peut-être avoir des piétons et des cyclistes qui vont se rentrer dedans, là, mais la gravité n'est pas la même, hein. Bon, faut quand même... collision à pied, d'habitude, il y a c'est pas ça, trop 2 de piétons qui se rentrent dedans sur le trottoir, ça va d'habitude, c'est hein. drôle. Bon, voilà. Fait que tu sais, c'est sûr que si on change notre mobilité, ça va changer le bilan routier. Mais changer la mobilité, ben, c'est pas mal plus compliqué, là, hein. Puis, changer la mobilité, ça implique d'avoir une autre offre, tu sais, comme dans le cas de Montréal, ou même au Québec de façon générale, tu sais, ça fait des années qu'on met plus rien en transport en commun d'un point de vue sociétal ou presque. On met beaucoup d'argent, mais plus pour réparer que pour étendre notre réseau de transport en commun. À Québec, il y a quand même eu plein d'initiatives, là. Il faut quand même, tu sais, les nouveaux métrobus, bon. Puis est-ce que notre hiver peut justifier le fait que, justement, on soit réfractaire ou qu'on ait pas en fait, il y a le beaucoup de guts monde le qui faire. justifie leur nom par l'hiver. Ça, c'est clair. Leur quoi? Leur nom. Okay. Tu sais, genre, non, on peut pas faire ça à cause de l'hiver. Non. Puis, je dirais que mais je suis pas d'accord, moi, parce que il y en a plein de pays où il y a un hiver aussi pire qu'ici, puis ils en font des choses. Ou bien c'est tout le temps l'hiver. Ouais, mais tu sais, on parle souvent des pays scandinaves, ouais, puis la Suède, entre autres. Ouais, la Suède, ça. la Finlande, la Norvège, tu sais. Ben, je pense qu'en Suède, ce qu'ils font avec les pistes cyclables, je sais plus où c'est en Finlande, ils font des pistes de ski de fond avec les pistes cyclables l'hiver, là, tellement qu'il y a de neige, tu sais. Bon, c'est un autre, je sais pas si on réussira à faire ça ici, mais... Sur du parc, là, en ski de fond. Ouais, mais bon, mettons, au-delà de cet extrême, tu sais, c'est... Il y a tellement de moyens technologiques aujourd'hui de contrer ça, que ce soit les trottoirs chauffants là, qu'on parle là, pour mettre dans des nouveaux aménagements possiblement à Montréal, ou que ce soit juste la chenillette là, qui fait les pistes cyclables, justement, là, pour qu'on ait un réseau blanc qu'on appelle de cyclistes l'hiver. Il y a des possibilités, c'est juste qu'il ça demande des changements de pratique. Mais moi, je crois pas à ça que notre hiver fait en sorte qu'il y a des problèmes particuliers, par exemple, la glace, là, puis tout ce qui est relié avec soit chuter comme piéton ou même glisser comme avec un véhicule, tu sais. Mais je pense pas... En fait, souvent, j'ai plusieurs étudiants qui commencent à travailler là-dessus, qui disent, coudonc, tu sais, on est un peuple du Nord, mais on n'a pas l'air si fiers que ça, tu sais, tout ce qu'on veut, c'est enlever la neige de notre vue quand elle est là, l'hiver, puis, tu sais, pourquoi on s'assume pas plus là-dedans, puis ça impliquerait peut-être aussi par rapport au transport de repenser ça. Mais oui, c'est clair que c'est une défaite, c'est une raison pour laquelle on limite beaucoup de choses, mais je pense pas qu'on devrait jusqu'à ce point. Non, je comprends. Mais je me demandais, quand on fait un état de compte un peu, là, là, on parle justement, on se dit l'hiver, finalement, c'est peut-être pas si pire, peut-être qu'il y aurait quelque chose à changer de cette manière-là. J'imagine qu'il y a plusieurs façons qu'on se dit, OK, comment est-ce qu'on va essayer d'amener ça? Soit par, justement, on parle de l'éducation, sensibilisation, renforcement et ingénierie. Je me demandais, dans les tranches d'âge, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, là, il faut faire une action là, où on se dit, on va aller
plus aller vers les jeunes pour que dans 20-30 ans, là, on va pouvoir faire de quoi? C'est une bonne question, hein. Souvent, on compare justement le changement de comportement, mettons, sur la route ou en mobilité avec le recyclage, tu sais. Genre que moi, quand j'étais petite, dans le fond, comment on a fait rentrer les bacs de recyclage dans les maisons, c'est en parlant à l'école, puis en ramenant le bac bleu à la maison quand t'avais 10 ans, puis t'obligeais tes parents, finalement, à commencer à recycler. Ma mère, c'est toujours son exemple aussi, qui a dit que, dans le fond, c'est nous autres qui l'a fait recycler. Puis là, c'est en train d'arriver avec le compost, mettons. Là, je suis loin de la sécurité routière, là, mais tu sais... fait que... en effet, c'est sûr que, mais notamment par rapport à la mobilité, là, puis à pas avoir peur de la ville en tant que piéton, par exemple, là, tu sais, c'est démontré, en fait, que plus petit tu marches, même pour aller à l'école, par exemple, là, tu sais, si tu commences à marcher à l'école, tu vas avoir une connaissance de la ville, premièrement, de ton espace, tu sais, tu vas savoir un peu plus où sont les choses dans ton quartier, même si tu marches puis que tu tiens la main de ta mère tout le long, là, ou de ton père, mais c'est aussi que ça ancre, on sait pas trop comment le processus fonctionne à l'intérieur de notre cerveau, hein, mais ça ancre d'autres habitudes, tu sais, d'autres possibilités, dans le fond. C'est que, donc, quand tu deviens adulte, ou en tout cas jeune adulte, tes choix de transport vont être différents. Puis ça a été démontré à plusieurs endroits. Donc, c'est sûr que commencer jeune, c'est vraiment super, mais après ça, on peut pas non plus dire, on fera rien de toute façon pour... non, c'est sûr, je vais dans l'extrême. Mais en effet, puis c'est un peu là où toutes ces questions de mobilité-là puis de sécurité routière-là sont vraiment importantes maintenant parce que, notamment, ne serait-ce que pour des raisons environnementales, là, il reste pas tant de temps que ça pour sauver notre planète. Je veux pas, ça, c'est un peu gros ce que je viens de dire, là, mais tu sais, je pense que ça va passer par les jeunes. Puis on le voit déjà, hein. Puis c'est un peu plate à dire, mais c'est sûrement à cause des téléphones intelligents. Mais les jeunes d'aujourd'hui prennent le permis à certains endroits, notamment où il y a beaucoup de transports en commun, donc les grandes villes du Québec, par exemple, prennent leur permis plus tard. Parce que ça les intéresse pas. Le besoin n'est pas là d'avoir un véhicule pour se déplacer. Puis être sur ton téléphone dans l'autobus, faire 1 heure d'autobus, de transport en commun pour te rendre à l'école secondaire ou même au cégep ou à l'université. Les jeunes aujourd'hui ont vraiment moins d'intérêt, en tout cas dans les villes, parce que c'est sûr qu'en milieu plus rural, des fois, t'as pas le choix. Là. Mais quand il y a d'autres options de transport qui existent, les jeunes prennent leur permis plus tard. Ben moi, je tombe exactement là-dedans. J'ai 28 ans, j'ai jamais eu de voiture. Ouais. J'ai mon permis, je le renouvelle tous les années au cas. Mais j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai habité à Montréal, je travaille à Montréal. Ouais. Voiture. Puis même, on le voit, il y a un de mes collègues, Hugo Lachapelle, à l'UQAM, qui a regardé à l'intérieur de la population ucamienne, là, donc tous les étudiants et les employés, c'était quoi leur mobilité. Puis les étudiants de l'UQAM, ils viennent de loin quand même, des fois, là, tu sais, ça ratisse loin, on parle banlieue? Oui, dans la banlieue, tu sais, genre Mascouche, Repentigny, c'est pas si loin, mais quand même. Non, mais avec le train maintenant, il y en a qui c'est partent ça, j'allais dire, le long du train, exactement. Tout à fait. Et une assez forte proportion qui est en transport en commun. Là, tantôt, je parlais du téléphone intelligent. Dans les entrevues avec les jeunes, ils nous le disent. Hein, ils nous disent, moi, je m'assois avec mon téléphone, puis je m'en fous que ça prenne 1 heure à l'université. C'est bien mieux 1 heure assis avec mon téléphone à regarder ou à jouer que 1 heure pris dans le trafic au volant, finalement. C'est ce qu'ils nous disent. T'sais. Ou pour se rattraper dans nos lectures obligatoires. Ah, oui, exactement. Donc, c'est une tendance quand même intéressante qu'on voit aux États-Unis dans les villes, même au Canada dans les villes. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Mais est-ce qu'on voit ça comme que ça peut déboucher sur quelque chose d'avantageux ou? Ben oui, parce que avoir un permis de conduire, ça peut être intéressant, même mettons pour louer une voiture la fin de semaine, partir. L'idée n'est pas du tout de faire la guerre à l'auto ici, hein, mais de pas le prendre au quotidien, ça fait moins de véhicules sur les routes, puis ça fait moins de pollution, ça fait moins de tout, hein, fait que puis là, comme on disait, de ça. Surtout, on prend l'exemple de Montréal, vu que on parlait de quoi 20-30 ans depuis le dernier aménagements importants. Ouais. À moins je sais pas si on peut compter la ligne orange à Laval, là, mais en tout cas. Un petit peu. Mais bon, ça a plutôt remplacé une gang d'autobus que d'autres choses. Ça. Là, ouais. Mais, que je veux dire avec ça, c'est que dans le fond, éventuellement, peut-être qu'on va se rendre compte que là, le besoin est encore plus criant. Je pense que oui. On est quand même, comme je disais tantôt, on est un peu à
on s'en va vers une... révolution est peut-être un peu gros comme Ouais, mot, je comprends, là, mais mais- tu sais, on s'en va quand même vers une autre ère des transports. On n'a pas le selon choix de moi. prendre une décision bientôt Ouais. par Puis rapport tu à sais, ça. on parle beaucoup de véhicules autonomes, puis de véhicules électriques. Bon, c'est deux affaires complètement différentes, là, mais tu sais, mettons, si on prend l'exemple des véhicules électriques, tu sais, on peut pas, même si on remplaçait tous les véhicules actuels par des véhicules électriques, OK, c'est correct, on fera plus de pollution peut-être de l'air, mais ça va quand même on va quand même rester congestionné sur nos routes, puis on va quand même avoir des collisions. Le véhicule autonome, un peu la même affaire, notamment dans la transition, je pense, là, ben, les véhicules autonomes vont toujours être plus sécuritaires que les humains, je pense, parce qu'ils vont faire moins d'erreurs, peut-être, mais les véhicules autonomes, c'est un ordinateur qui a un arbre de décision, hein. Fait que s'il arrive ça, je fais ça. S'il arrive ça, je fais ça. Tu sais. Puis ben là, c'est plus dans, genre comment les décisions vont être prises par l'ordinateur. Il va toujours prendre la même décision dans la même situation, ce qui n'est pas le cas des humains. Mettons... Il arrive quelque chose qui c'est ça, quelque chose arrive en surgit avant de devant moi. toi, sur la exactement. route. Ben, l'ordinateur va avoir une programmation pour dire, OK, si quelque chose surgit devant moi, voilà ce que je suis supposé faire, genre freiner. OK, mettons, pour prendre un exemple bien simple. Là. Mais le problème, c'est que si c'est pas tous les véhicules qui sont autonomes comme ça, ben là, l'humain en arrière, lui, il a pas vu que l'auto a freiné, il regardait autre chose ailleurs, les oiseaux, whatever, ils vont se rentrer dedans quand même, tu sais. Fait qu'il y a quand même une transition qui va être intéressante à regarder. Ouais. Je sais pas, intéressante d'un point de vue de recherche, pas intéressante peut-être d'un point de vue collision. Bon, on a Mais, reçu il y a au podcast du mois de septembre, on a Podcast numéro 3. Ouais, On 3. va comme On ça. a reçu Steve Bouchard, qui est rédacteur en chef du magazine Transport routier, Ah oui! qui lui a été en Allemagne, je crois, essayer un nouveau type Ouais. de camion autonome. Puis, en tout cas, Il était avait pas sûr. C'était il une était expérience. sceptique. Ah oui, spéciale. il disait, mettons, on arrive là devant, il contait l'histoire il y a un gars qui a dit, OK, on va laisser le volant, puis on va, juste laisser continuer, on va voir s'il va arrêter devant une voiture stationnée à un feu rouge. Finalement, dans la minute, ils ont choqué, ils ont pris le volant, puis ils ont freiné eux-mêmes, puis ils se sont fait dire après, ben vous avez bien fait, parce que sinon, vous rentriez dedans. Ah bon. Parce que Mais ils sont c'est pas, pas tout à pareil, fait au là, point t'sais. non plus, Non, là, non, les c'est ça, véhicules ça- autonomes. hein, ça- donc, Il n'y avait pas les paramètres nécessairement qu'ils pensaient de ce véhicule Ouais, autonome-là. Il c'est arrêtait ça. pas avec les objets fixes. Ah, OK. Il Mais contournait c'est les ça. Il y a éléments en encore mouvement, beaucoup mais... de technologies qui sont à peaufiner, Ouais. mais après, il faut quand même aussi... quand on fait des sondages, encore une fois, de perception auprès des conducteurs, je me souviens plus des proportions, mais c'est une affaire vraiment élevée, là, tu sais, en haut de 50%, c'est sûr, qui disent, ben c'est sûr que moi, je vais mieux conduire qu'une machine, tu sais. Mais ça, c'est comme le bon vieux joueur au casino qui pense qu'il est plus intelligent que la machine du casino, tu sais, c'est pas vrai, là. Et ultimement, les voitures vont être plus constantes dans leurs décisions parce qu'ils suivent le programme. Après, par contre, c'est comment tu le fais, le programme. Tu sais, nous, par rapport aux usagers vulnérables, on est évidemment un peu inquiet. Si, par exemple, tu as le choix de rentrer dans une voiture en avant ou de virer vers le trottoir où il peut potentiellement avoir des piétons, qu'est-ce que la voiture autonome va faire comme choix? Tu sais? c'est le tramway. Il n'y a pas un truc philosophique, là? Ouais, je me souviens plus, mais... Tu laisses un tramway aller où il peut écraser 3 personnes, ou tu peux changer la direction, puis là, il va écraser juste une personne, mais c'est toi qui l'as fait changer, donc est-ce que c'est toi le meurtrier? Ouais. Non, c'est ça. Il y a des questions éthiques vraiment importantes par rapport à ça. Mais fait que c'est dans ce sens-là que je pense qu'on s'en va quand même vers une nouvelle ère de mobilité et de sécurité routière. Je sais pas. Peut-être que mes enfants, en fait, vont plus le voir que moi, le résultat de tout ça, hein, parce que c'est une affaire. Certains de mes collègues vous diront que, par ailleurs, ça va aller pas mal vite une fois que ça va être commencé. Peut-être pour les voitures électriques plus que pour les voitures autonomes parce qu'il y a plus d'acceptabilité sociale de ça. Changer une voiture pour une autre, c'est juste le carburant qui va changer. Mais on s'en sortira pas, c'est sûr. Là. Par rapport aux usagers vulnérables, ça me fait penser à l'année 2015-2016, ces années-là qu'on a vécues, on a eu beaucoup de piétons qui ont décédé suite à une collision avec un véhicule lourd. Ouais. Et en tout cas, dans la plupart des cas, c'était des personnes âgées. Mm-hmm. Est-ce que, de votre avis, il y a des choses que la ville de Montréal, par exemple, parce que ça se produit surtout, on va dire en milieu urbain en général, est-ce qu'il y a des choses simples qu'une ville peut faire pour essayer de limiter
la possibilité qu'il y ait ce genre d'accident-là? Ben oui, c'est sûr. Je me souviens d'un des cas, la première chose, c'est la réglementation par rapport aux zones de camionnage, mais ça, la Ville, justement, en tout cas, pour prendre l'exemple de Montréal, est en train de la revoir. Puis après ça, il y a des restrictions qu'on peut aussi rajouter par rapport aux heures de la journée. Hein. Mais bon, après, il faut penser à tous les camionneurs qui vont avoir à tout changer leur horaire et tout. Là. Fait que c'est pas nécessairement évident, mais après, c'est une décision aussi de, qui on veut protéger où, là, un peu, jusqu'à un certain point. Mais la deuxième chose qui est ressortie d'ailleurs dans au moins un des rapports de coroner de ces décès-là, le fait que ça soit des piétons âgés, en fait, je dirais pas que ça relève du hasard, là, parce que c'est quand même, ça a été beaucoup des piétons âgés, mais c'est pas ça le plus important, si je peux dire. C'est-à-dire que les piétons âgés, l'affaire, c'est que, oui, ils sont plus vulnérables pour plusieurs raisons. Premièrement, ils marchent moins vite, le temps de réaction moins. Le temps de réaction, l'équilibre, parfois. Fait que, tu sais, quand ils commencent à traverser, par exemple, nous, on en a observé beaucoup pour un projet de recherche, tu sais, ils vont commencer à traverser sur la verte, donc ils sont tout à fait dans leurs droits, mais parfois, souvent, selon leur acceptation de leur vieillissement, hein, ils pensent qu'ils vont plus vite qu'ils vont pour vrai, puis là, finalement, ils n'ont pas le temps, mais ils sont pas non plus capables d'accélérer, par exemple. Fait que quand on voit des adultes bien portants qui vont commencer sur la raie verte, puis qui voient, par exemple, où, mettons, le bonhomme blanc, là, puis là, ça commence à clignoter, ou ça vient rouge, la main rouge complète, les adultes, on va se mettre à courir pour finir notre traversée. Les années, ils sont pas capables de faire ça. Fait que c'est sûr qu'ils sont plus longtemps sur la chaussée. Fait que ça fait plus de secondes qui peuvent potentiellement être frappés. Mais il y a l'autre chose aussi, c'est que quand ils sont frappés, leurs blessures sont plus graves, puis ils décèdent plus souvent, mais c'est une question médicale aussi, parce qu'ils ont une fragilité de par leur vieillissement. Fait que dans les cas qui avaient lieu, tu sais, je me souviens d'un cas que c'était avec un poids lourd, avec une cargaison quelconque, mais une autre fois, c'était une déneigeuse, pas une déneigeuse, mais un camion plein de neige. Ce qui a été écrit dans un des rapports du coroner qui était vraiment très intéressant selon moi, c'est qu'en fait, on les connaît super bien, les angles morts des camions, tu sais, mais on fait pas en sorte que les traversées prennent compte de ces angles morts-là. Okay. Donc, je me souviens d'une fois, en fait, où c'est les dames, ils ont traversé devant, puis le camionneur, il a tourné à droite, il a tourné sur les dames, mais il les voyait pas, hein, il était dans son angle mort du devant, là, tu sais. Parce que le coin de la rue, il est fait. Parce que le coin est trop proche, la traversée est trop proche. Si on fait juste reculer la ligne d'arrêt, là, du feu, ça donne une visibilité, puis le camionneur aurait vu les dames, là, peut-être que les dames étaient sur le feu rouge, là, je sais pas, là, hein. Mais au-delà de ça, c'est pas le problème. C'est pas nécessairement peut-être qu'ils avaient commencé sur le feu vert puis qu'ils n'ont pas eu assez de secondes sur le feu rouge parce qu'il n'y a pas assez de secondes pour traverser. T'sais, les secondes sont calculées en fonction d'une vitesse d'un adulte bien portant. Là, fait que ça aussi, c'est une chose que les villes peuvent changer. Mais au-delà de ça, on veut pas... on peut séparer, dans le fond, les usagers dans le temps ou dans l'espace pour s'assurer qu'on se voit jamais puis qu'on se frappe jamais. Là, t'sais. Par exemple, la Ville de Québec a la plupart de ses feux piétons, tout le monde est au rouge sauf le feu piéton. Mais ça a d'autres inconvénients, du genre, ça te prend 5 minutes de traverser 2 fois parce que le cycle va au complet à chaque fois, tu sais. Puis sinon, des fois, nous séparer dans l'espace, c'est genre faire une passerelle par-dessus, puis là, les piétons passent la passerelle, les voitures passent en dessous. Je pense qu'à certains endroits, c'est peut-être des choses intéressantes à regarder, mais on veut interagir entre nous, là, les différents usagers de la route. Là. Si on se voit jamais, le jour où on se voit, là, on sait pas quoi faire. Fait que c'est bien qu'on interagisse. Mais pour interagir comme du monde, les véhicules ont un habitacle de protection, les piétons en ont pas, il faut donner une petite chance qu'on se voit, t'sais. Fait que clairement, sur les temps de traversée, par exemple, puis là, on parle vraiment d'interaction parce que là, tu me posais la question vraiment en lien avec les piétons frappés par notamment des poids lourds, il faut faire en sorte que au lieu de traverser, c'est là les lieux les plus problématiques la plupart du temps, on s'assure qu'il y a assez de secondes pour les piétons, puis on s'assure que tout le monde est capable de se voir, notamment en reculant le coin de rue, la ligne d'arrêt. C'est des affaires assez simples quand même, quand on y pense. C'est pas une démolition. On demande pas de démolir. Mais tu sais, le réflexe, on parlait de vision zéro tantôt, là, la vision zéro, ce que ça propose, là, c'est vraiment quand même une petite révolution de changer. OK, sur nos routes, là, il faut arrêter de prioriser la fluidité des véhicules, un niveau de service que ça s'appelle en ingénierie, là. Puis il faut prioriser la sécurité, tu sais. Mais ça a l'air super facile à dire, là, mais c'est pas si facile que ça à faire parce que toute
la façon dont on construit notre réseau routier présentement est pas comme ça, tu sais, ou c'est pas vrai, là. C'est pas gentil de dire qu'on s'occupe pas du tout de sécurité routière, mais quand même, on est quand même à une certaine priorité sur la fluidité des véhicules, tu sais, les décisions qu'on va prendre. Cette histoire de feu piéton-là, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on le sait, là, qu'il faudrait que la vitesse qu'on prend en considération, la vitesse du marcheur, est trop vite, tu sais. Juste donner un chiffre, là. Puis ça va pas aller en s'améliorant. Ben non, en plus, avec le vieillissement de la population. Mais tu sais, dans les normes, je pense qu'il y a une braquette, là, dans les normes du ministère des Transports, tu peux prendre de 0,8 à 1,2 mètres seconde. Mais la plupart du temps, c'était 1,2 que les gens prenaient. Donc, c'est assez vite, là. C'est vraiment un adulte bien portant, là. Moi, je suis à peu près capable de traverser à cette vitesse-là. Quand on regarde les vitesses de personnes âgées, c'est 0,7, 0,8, jamais plus que ça, sans plus être capable d'accélérer, tu sais. Donc là, la norme est en train d'être réduite à 1 mètre seconde déjà, à plusieurs endroits. Je pense qu'à Montréal, c'est ce qu'ils font, à Québec aussi. Mais puis là, mettons, ils vont la descendre en face d'un centre pour personnes âgées, ou en fait, ils vont aller au cas par cas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis plusieurs années. Mais c'est sûr que mettre plus de secondes pour qu'un piéton traverse, ça veut dire changer peut-être ta fluidité dans ton intersection. Mais c'est quoi 3 minutes sur ton trajet quand tu sauves une couple de vies à... Oh, c'est des choix j'allais dire des choix de société, mais tu sais, des choix vraiment politiques presque qu'on prend ou pas pour la sécurité routière, là, dans le fond. Non, c'est vrai. Mais justement, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une habitude depuis 30 ans de prendre sa voiture ou son camion pour aller quelque part. C'est comprenable aussi de dire, gars là, tu fais tout ce temps-là, tu t'as tout fait pour t'améliorer, peut-être plus efficace, puis là, on va te couper X. Ben non, c'est ça. C'est un arbitrage, hein. Ouais, c'est puis en même temps, dans cette histoire de camionnage-là, tu sais, c'est ça, on a beaucoup parlé des angles morts des camions, puis comment ils sont aussi connus, mais comment ça qu'on construit encore des camions avec tous ces angles morts-là. On peut pas leur mettre une alarme de plus, une caméra de plus, mais là, à un moment donné, les camionneurs, ils en ont déjà pas mal dans leur cabine, tu sais. Puis, fait que je les comprends tout à fait de dire, ben là, moi, une alarme de plus, des fois, je les entends même plus, mes alarmes, tellement j'en ai, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben d'abord, si on trouve qu'il y en a déjà trop dans la tâche du camionneur, ben d'abord, ça veut dire qu'il faut l'aider, le camionneur, en changeant l'aménagement, tu sais. Puis ça, ben c'est pas si compliqué que ça à faire, je pense, hein, mais bon. Ben, je dis ça, après ça, mes collègues ingénieurs de circulation seraient peut-être pas d'accord avec moi. Là. Dans certains cas, ça peut être compliqué, mais dans d'autres intersections, je pense que ça peut être assez simple. Il faut juste se dire, c'est automatique qu'on fait ce changement-là. Mais après ça, c'est tout le jeu politique aussi qui peut être dur de faire l'acceptation puis d'avoir les temples. Oui, puis comme je disais, en Amérique du Nord, on aime beaucoup notre voiture. Hein, la sacro-sainte voiture individuelle. Fait que je sais pas si on va être capable de changer ça un jour, mais faut le voir un peu dans... Tu sais, moi, j'ai longtemps travaillé en santé publique aussi, fait que j'ai comme une approche plus de collectivité, au lieu des individus. C'est un petit peu un arbitrage entre les deux qu'il faut faire. Et pour les camions, on a la même chose. Si on regarde les camions qui transportent des marchandises au Québec versus un camion en Allemagne, la conception est Bon, tu vois, fait que... Les cabines sont pas de la même grosseur. Là, il y a moins cette culture-là du beau gros camion qu'on a en Amérique du Nord. Ils sont beaux, les camions. Ils sont très beaux, mais il y a des choses... La culture est peut-être différente. Mais je pense que là, c'est peut-être l'environnement qui va nous sauver, entre guillemets. C'est-à-dire que le coût du pétrole, comme je disais tout à l'heure, va faire en sorte qu'on va changer les camions, puis qu'on va aussi changer nos aménagements, puis qu'on va même réduire le nombre de voitures sur les routes. Il va toujours en rester, puis il va toujours avoir besoin de camions de livraison, mais peut-être qu'ils vont être différents. Il va peut-être avoir des mini-camions électriques. Il va peut-être avoir des cargos de vélos qui font de la petite livraison locale. La panoplie là, va être différente. Les drones. Ah ben là, ça. On dirait que j'y crois un peu moins à celui-là, mais oui, c'est là. Hein, il paraît que c'est là. All right. Sam, à moins que tu as d'autres questions, je pense qu'on... Oui, on a fait le tour. Mais je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment, un projet en particulier à l'INRS, sur lequel vous travaillez? Ben, en fait, là, mon projet des travailleurs piétons, je l'aime beaucoup. je trouve ça vraiment intéressant. Je voudrais qu'on travaille avec d'autres clients, d'autres travailleurs. Après, là, on a fait les policiers, on fait un peu les signaleurs. Je sais que les brigadiers scolaires, par exemple, sont des gens qui sont tout à fait exposés. On parlait des éboueurs tantôt, les remorqueurs, tous ceux qui sont un peu, des fois, in
in and out du camion, justement. Puis des fois, il y en a plus que d'autres, là, notamment, on parlait d'exemple des éboueurs, mais ça, c'est super intéressant parce qu'ils se déplacent dans l'espace. Fait que d'un point de vue méthodologique, nous autres, c'est un petit peu plus dur à étudier. Faut comme les suivre. Je me dis, on va leur mettre des GoPro, tu sais, sur le front, peut-être quelque chose, tu sais, pour voir de quoi ça a l'air, leur travail. Ça pourrait être intéressant. Puis sinon, en fait, là, on travaille beaucoup aussi sur les piétons enfants, en fait, puis les destinations qu'ils ont. Puis c'est un peu dans l'optique de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que si on les habitue jeunes, les habitue. En tout cas, si on leur propose jeunes d'être, ou puis s'ils sont capables aussi, leurs parents n'ont pas peur du trafic, les laissent marcher à l'école, pour la suite des choses, ils vont nous aider, je pense, les jeunes, quand ils vont vieillir, tu sais. Fait que c'est les projets qu'on fait ces temps-ci, surtout, là. Ah ouais, super. J'ai appris tellement de choses. Ça me fait plaisir. Mais ça dresse un portrait de savoir aussi que c'est complexe. C'est pas des décisions. C'est pas dire, on va peinture, on va faire ça, là, puis on va l'éliminer à 100%. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Tout à fait. C'est beaucoup une question de perspective, tu sais. C'est sûr que, comme on dit, il y a une différence entre la pensée collective et la pensée individuelle. Souvent, on a tendance à faire... c'est qui les boucs émissaires un peu? On va toujours le gouvernement, ceux qui travaillent là-dedans. Oui, c'est quand même facile, c'est ça, de donner la faute sur les autres. Mais tout le monde a une part à jouer. Exactement, c'est ça. Il faut juste qu'on soit la brique dans le mur de la connaissance. Voilà. De la collectivité. Je pense qu'on a un titre, là. Voilà. On a un titre d'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Soleil Cloutier, d'avoir accepté de venir passer du temps avec nous. Ça me fait plaisir. Pour tous ceux qui veulent nous suivre, commenter, en savoir même peut-être plus, on peut nous écrire. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter. L'INRS, sont-ils présents? Oui, moi je suis sur Twitter aussi, si vous me cherchez. Okay. Puis sinon, l'INRS a un site web. On a un site web au laboratoire, nous, le laboratoire Piéton et Espace Urbain, où la plupart de nos projets sont là. Comme je disais, là, ils n'ont pas tous encore des résultats. Il y en a qui sont encore sur le terrain, mais ça se trouve très facilement sur le web. Si vous voulez qu'on vous strappe une GoPro sans tête pendant votre job, là, ça se passe à l'INRS. Et on peut vous entendre parfois aussi sur les ondes de Radio-Canada. Oui. Je suis la géographe de la santé en résidence aux éclaireurs, en effet. Donc, si la voix vous disait quelque chose, c'est mademoiselle. Peut-être là, vous l'aviez entendu. Merci beaucoup encore une fois. Merci. À la prochaine, chers auditeurs. À la prochaine.